Je n'oublierai jamais le jour où je suis tombé par hasard sur un étrange paquet de documents prétendument remis par un officier de renseignement américain anonyme. C'était au début de l'année 2025, bien que les documents, à en juger par les scans ci-joints, aient été datés de beaucoup plus tôt. Ce jour-là, j'étais assis chez moi, emmitouflé dans une couverture chaude, essayant de donner un sens à un nouveau déluge d'informations sur les opérations secrètes qui jonchaient le web. D'habitude, je n'étais pas très impressionné par ce genre d'histoire. Fuites, fictives, titres criards, versions sinistres. Tout cela était devenu banal depuis longtemps. Mais les documents qui ont attiré mon attention révélaient quelque chose de vraiment effrayant et étrange. Ils indiquaient que la Central Intelligence Agency avait obtenu des preuves tangibles de l'existence de 2 bases extraterrestres sur Terre, en activité depuis les années 1980. Bien que j'aie d'abord considéré les dossiers avec mon scepticisme habituel, certains détails m'ont tenu en haleine. Ils semblaient si réels qu'un sentiment de malaise me prenait à la gorge. J'avais envie de fermer la page et de passer à autre chose, mais je ne pouvais pas me résoudre à arrêter de lire. À chaque nouveau paragraphe, mes cheveux se dressaient lentement sur ma tête. Les rapports affirmaient que les données sur la présence de formes de vie non terrestres étaient classées depuis le milieu des années 1080-1984. Depuis lors, des explosions d'énergie inexpliquées, des accidents mystérieux et même des disparitions humaines liées à des objets anormaux ont été observés dans le monde entier. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle d'une intervention extraterrestre, les auteurs des documents insistent sur le fait que tout a été prouvé depuis longtemps. À certains endroits, des photographies ont été jointes, vagues et floues, prises prétendument à l'aide de caméras thermiques ou d'autres appareils spéciaux. Elles montrent des objets étranges, aux contours flous. On pourrait croire qu'il s'agit de structures souterraines ou sous-marines non construites par l'homme. Ces photos auraient été comparées à des anomalies précédemment enregistrées, après quoi les services de renseignement ont élaboré une version de travail selon laquelle le monde s'était installé dans 2 bases secrètes d'extraterrestres. Je savais qu'il existait de nombreuses histoires de ce genre, mais quelque chose dans la présentation de ces documents semblait effroyablement convaincant. Le langage aride des descriptions techniques, la spécification de coordonnées précises, les données sur les analyses géologiques, tout cela ressemblait à du vrai renseignement, pas à de la fiction. Un document en particulier a attiré mon attention. Il décrivait une zone semi-abandonnée dans le nord, où le personnel militaire aurait détecté d'étranges radiations compatibles avec les théories de l'activité extraterrestre. Pas une seule mention de mythes classiques tels que les soucoupes volantes. Au contraire, partout il était souligné que les extraterrestres agissaient secrètement, ne se montraient pas directement et observaient l'humanité comme les éthologues observent dans la faune. Bien sûr, j'étais envahi par un mélange de curiosité et de peur. Je ne pensais pas que dans le monde réel, il y avait de la place pour des mystères aussi effrayants. Et puis mon imagination m'avait déjà dépeint un tableau, quelque chose d'extraterrestre, s'infiltrant jusqu'à nous depuis quelque part dans les étoiles, avait construit de profonds labyrinthes souterrains et y menait ses expériences depuis longtemps, et les autorités le cachent par peur de la panique. Plus je lisais, moins j'arrivais à me défaire de l'obsession glauque qu'il n'y avait rien de puéril ou d'invraisemblable dans ces lignes. Les documents mentionnent 2 sites, l'un, selon les diagrammes qui l'accompagnent, est situé dans les zones de pergélisol, l'autre quelque part sous la surface de l'océan. Aucun pays ou région n'est précisé, mais des données indirectes font état de latitudes très proches du Grand Nord. Les informations indiquaient que les 2 sites étaient en activité depuis 1920-180 ans, c'est-à-dire plus de 30 ans.
J'étais littéralement déchiré à l'intérieur par le désir d'en savoir plus. Mais hélas, je n'ai pas pu trouver de tels détails sur le net. Probablement, certaines archives vomies sont stockées dans les profondeurs de serveurs secrets. Cependant, certaines choses ont fait surface par bribes. Des mentions d'équipes de recherche disparues, de mystérieux signaux enregistrés par des vaisseaux spatiaux lorsqu'ils survolent les régions polaires, et de navires disparus dans d'étranges circonstances quelque part dans des eaux peu fréquentées par les navires civils. Il faisait presque nuit lorsque je me suis rendu compte que j'étais resté assis au même endroit pendant des heures. Mon âme tremblait en réalisant que si même la moitié de ce que j'avais lu était vrai, cela signifiait que toute notre image du monde, que nous considérions comme familière, pouvait s'effondrer en un instant. Au lieu d'aller me coucher et d'essayer d'oublier, j'ai continué à chercher une confirmation en relisant de vieux articles de journaux, des rapports sur des phénomènes prétendument anormaux et des interrogatoires de témoins oculaires. Certaines publications mentionnaient des éclairs de lumière au-dessus des mers, des systèmes de communication par satellite spontanément éteints, des fluctuations magnétiques soudaines. Ces événements étaient généralement considérés comme des phénomènes naturels ou des essais militaires. Mais les coïncidences étaient effrayantes. Elles étaient toutes localisées à peu près dans les mêmes zones où, si l'on en croit les nouvelles informations, il devrait y avoir des infrastructures extraterrestres. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas vivre en paix si je n'essayais pas d'en savoir plus. Mon destin m'avait déjà conduit à d'étranges découvertes liées aux activités cachées de diverses structures. Mais maintenant, je sentais que j'étais sur le point de faire quelque chose de vraiment grand, quelque chose qui pourrait conduire une personne à la folie. Et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. L'excitation battait en moi. J'avoue que j'ai parfois douté de ma propre santé mentale. Je me suis demandé si tout cela n'était pas simplement une fiction bien écrite et inattendue, lancée accidentellement sur le net pour titiller les nerfs de personnes crédules, à la recherche de sensations. Mais j'avais déjà franchi la limite au-delà de laquelle la peur l'emporte sur le scepticisme. Trop d'éléments indiquaient que ce matériel pouvait être réel. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un homme qui s'est présenté comme une connaissance des sources des services de renseignement. Sa lettre m'a été envoyée par courrier électronique crypté. Elle était courte et m'avertissait de ne pas approfondir ces questions si je tenais à ma propre sécurité. Pas de signature, pas de menace spécifique, mais à la fin, il y avait une allusion au fait que certaines personnes auraient déjà payé le prix d'un intérêt excessif pour ces documents. Bien entendu, ce message n'a fait qu'attiser mon désir d'aller au fond des choses. Je me sentais bizarre, mais je ne pouvais pas reculer. J'ai répondu que je n'allais pas abandonner mes recherches. Bien sûr, je ne savais pas qui se trouvait de l'autre côté de l'écran. Il s'agissait peut-être d'une farce, mais au fond de moi, je sentais qu'ils essayaient vraiment de me faire taire. Au cours des semaines suivantes, j'ai réussi à obtenir quelques autres bribes d'informations. En particulier, j'ai trouvé une entrée remarquable dans de vieilles archives datant de la fin des années 1988. Il y était question d'un événement étrange survenu dans les régions froides du Nord. Toute une petite équipe de géologues avait disparu avant que le rapport final n'ait pu être envoyé. La dernière communication contenait sa phrase « Le sol est trop plat. Il y a manifestement une activité en dessous, ce n'est pas naturel du tout. » Et la connexion s'est interrompue. Il n'a pas été précisé si les corps avaient été retrouvés. Quelques mois plus tard, un article a été publié dans lequel les proches des géologues disparus accusaient les autorités de cacher la vérité et demandaient des explications. Les autorités ont invoqué des conditions météorologiques difficiles. L'affaire a été étouffée et s'est dissoute dans la série d'événements de la fin des années 80. Cependant, elle forme désormais une image cohérente.
Des gens sont peut-être tombés sur quelque chose qui n'appartenait pas à la main de l'homme, une plateforme s'élevant du sol ou un centre de communication. Et puis, ils ont été tout simplement enlevés. Parfois, la nuit, alors que je regardais le plafond, je rêvais que quelqu'un m'observait dans les coins sombres. C'était comme si je voyais une silhouette vacillante à la limite de ma vision, qu'il s'agisse d'un fruit de mon imagination ou d'une présence réelle. Je me suis rendu compte que je pouvais être paranoïaque, car l'obsession de l'information conduit souvent les gens à des délires. Mais chaque nouveau détail que je découvrais était comme un nouveau coup porté à mon esprit. Un jour, au cours de mes pérégrinations nocturnes sur Internet, je suis tombé par hasard sur une vidéo postée par une certaine personne anonyme. Il s'agissait d'une image granuleuse où la caméra tremblait tellement qu'il était difficile de distinguer les détails. Mais parfois, le cadre se stabilisait et, pendant quelques secondes, on pouvait voir l'espace à l'intérieur d'une pièce. Les murs étaient faits d'un matériau gris et lisse qui ne ressemblait ni à du béton ni à du métal, et quelque part, au loin, quelque chose clignotait d'une lumière froide. Soudain, on entendit un bruit sec, la voix de l'opérateur s'interrompant, horrifié. Cela ne ressemble pas à une construction humaine. Puis un craquement sauvage, le bruit d'une chute, une ombre qui passe devant la caméra, et tout est plongé dans l'obscurité. Sous le clip, on peut lire la légende suivante. C'est eux. Ne faites confiance à personne. J'ai fait défiler les images plusieurs fois, essayant d'apercevoir quelque chose de familier dans ces murs. Mais j'avais tellement peur qu'à un moment donné, j'ai éteint la vidéo, tremblant de panique. Plus tard, j'ai réalisé que je ne pourrais pas vivre plus longtemps si je n'essayais pas de trouver des gens qui connaissaient l'existence réelle de ces objets. Je me suis souvenu de l'homme étrange qui m'avait écrit pour m'avertir du danger. Je lui ai envoyé quelques lettres supplémentaires, lui demandant plus de détails. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai alors commencé à étudier des sources alternatives, à parcourir des forums douteux, à chercher des références dans les archives. Finalement, j'ai trouvé un indice. Un ancien militaire, qui se disait capitaine à la retraite, m'a promis de partager des informations sur l'objet nordique, si j'acceptais de le rencontrer en personne. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait peut-être d'un piège, mais la curiosité a pris le dessus. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un village isolé, perdu au milieu des plaines désolées et enneigées. Lorsque je suis arrivé, j'ai été frappé par les maisons grises et les rares lanternes qui perçaient à peine l'obscurité. Un homme vêtu d'un manteau élimé m'attendait près d'un vieux puits. Je me suis approché, j'ai prononcé le mot convenu et il a hoché la tête en silence. Ses yeux étaient remplis d'une vieille terreur. Nous sommes entrés dans sa maison, qui sentait l'humidité et le renfermer. Il m'a fait signe de m'asseoir à une table, en bois brut, et à parler à voix basse, en regardant autour de lui, comme si nous étions entendus. Il n'a pas donné son vrai nom, mais a utilisé un pseudonyme. Mais son discours était assuré et précis. Il nous a raconté qu'à la fin de feu, 1926-585, son escouade avait été affectée à la garde d'une zone secrète dans le nord. On ne leur avait pas dit ce qui s'y passait. On leur avait simplement ordonné de décrocher la zone et de ne laisser entrer personne. Au début, ils n'ont rien vu d'inhabituel, à l'exception d'une étrange tour métallique qui s'élevait derrière des congères. Mais une nuit, il entendit des cris alarmants et alla vérifier les poteaux. Lorsqu'il se glissa jusqu'à la tour, il vit des militaires paniqués qui cherchaient quelque chose dans l'obscurité, faisant briller des torches sur la neige. Puis il y a eu un flash aveuglant, et tout le monde est tombé à genoux avec une terrible douleur dans les oreilles. C'était une sorte de radiation, a-t-il déclaré. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. J'ai été frappé à la tête comme si de l'eau bouillante se déversait de l'intérieur. Nous voulions crier, mais nous ne pouvions pas. Lorsque l'éclair est passé,
le capitaine a remarqué que quelqu'un se tenait près de la tour, des silhouettes ou des ombres, apparemment immunisées contre les éléments de l'hiver, comme si le froid ne les avait pas touchés. Un combattant brandit son arme, mais au même moment, il s'effondre, mort, comme si son cœur avait lâché. Les autres n'ont même pas eu le courage de bouger. Puis, comme l'a raconté le capitaine, les silhouettes disparurent aussi soudainement qu'elles étaient apparues. Immédiatement, le bourdonnement d'oreilles s'estompa et la douleur s'estompa. Les soldats se sont regardés les uns les autres, confus. Ils ont ordonné de n'en parler à personne. Le surlendemain, des personnes en costume noir, sans signe distinctif, sont arrivées par avion et ont procédé à une purge. Tous ceux qui ont vu quelque chose doivent signer des documents de confidentialité. Il a dû vivre dans la peur toute sa vie après cela. Mais les années ont passé, la peur était restée, et il voulait au moins la partager avec quelqu'un. Je ne sais pas quel genre de créature habitait la Sanftola, dit-il, mais il est clair que ce n'étaient pas les nôtres. Elle nous regardait avec une sorte de froideur dédaigneuse, comme si nous étions des insectes. J'ai écouté et je me suis senti mal à l'aise. La voix du capitaine était cassée. Il respirait difficilement et ses yeux reflétaient l'ombre de cette longue nuit. Puis, il a avoué que d'autres personnes ayant servi là-bas lui avaient comme parlé de couloirs souterrains où des responsables étaient censés descendre et ne pas revenir pendant des heures. C'était comme si des négociations ou des expériences se déroulaient sous terre avec des représentants d'une forme de vie inconnue. Peut-être coopéraient-ils les uns avec les autres, dit le capitaine, et nous servions simplement de couverture. Je n'en sais rien, mais croyez-moi, vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. Ils n'hésitent pas à tuer. Ils ne respectent pas les règles de l'humanité. Lorsque j'ai demandé où se trouvait exactement cette installation du Nord, il m'a donné les coordonnées approximatives, une zone morte officiellement considérée comme inhabitable. Selon lui, des systèmes d'écoute et de surveillance sont déployés partout, et certaines zones sont piégées. Il m'a également assuré qu'il existait une deuxième base, une base maritime, qui s'enfonce profondément sous l'eau, mais il n'en a connaissance que par des rumeurs. Il semblerait qu'il s'y passe quelque chose de similaire, et que c'est de là que partent les puissantes vagues de radiations inconnues qui frappent parfois le Nord. Adi, pourquoi ont-ils besoin de ce deuxième site ? Ai-je demandé. Mais le capitaine s'est contenté de hausser les épaules. Peut-être que c'est là que se trouve leur technologie, leur connexion avec les profondeurs, leurs navires qui vont dans les abysses, sans fond. Ce n'est pas à moi de juger. J'ai démissionné quand les choses sont devenues trop sombres. Aujourd'hui encore, je suis hanté par des cauchemars. Je ne savais pas quoi penser de cette information. D'un côté, je paniquais. Si c'était vrai, je risquais ma vie en continuant à creuser. D'autre part, je ne pouvais pas abandonner. J'ai remercié le capitaine, j'ai fait mes bagages et je suis parti, tandis qu'il restait dans sa maison délabrée, où les lattes du plancher grinçaient et où flottait l'odeur du feu de la vieille cuisinière. On aurait dit qu'il était mort cette nuit-là et que son corps n'était plus qu'un fantôme. De retour chez moi, je me suis dit que mon prochain objectif était de trouver des preuves de l'existence d'une deuxième base, une base sous-marine. Les archives étaient extrêmement rares, mais j'ai réussi à trouver des notes sur une expédition d'hydrologues qui a eu lieu à la fin des 1925. Ces hommes exploraient là les profondeurs de la mer près du cercle arctique et ont rencontré des vibrations inexpliquées provenant de crevasses sous-marines. Les sonars ont montré que quelque part, sous la colonne d'eau, une structure complexe d'origine inconnue émettait des pulsations, trop symétriques pour être naturelles. L'une des scientifiques de l'expédition a tenté de rendre ces données publiques, mais elle a rapidement disparu, et ses collègues ont prétendu qu'il s'agissait d'une erreur d'instrument. Depuis, on ne sait pas grand-chose de cet épisode. J'ai décidé de me renseigner sur les personnes qui auraient jamais pu vivre à proximité.
j'ai retrouvé un ancien contact, un marin qui avait déjà navigué dans ces eaux. Il a beau accepter de me parler, mais à condition de garder l'anonymat absolu. Ces récits m'ont choqué. Il m'a raconté qu'au cours de longs trajets, il lui arrivait de capter des signaux étranges avec ses localisateurs, comme des échos artificiels, qui augmentaient puis disparaissaient brusquement. Parfois, des fragments de matériaux étranges flottaient à la surface, lisses, sans aucune égratignure, comme s'il s'agissait de pièces de plaquage d'un objet technologique. Dans ce cas, des gens venus d'en haut se présentaient, confisquaient les objets de trouver et interdisaient d'en parler. J'ai vu de mes propres yeux un fragment de dalle grise, m'a assuré le marin. Elle était chaude au toucher, alors que l'eau qui l'entourait était glacée. Je ne sais pas de quelle substance il s'agit, mais ce n'est certainement pas du métal, et ce n'est pas quelque chose de terrestre. Il raconte qu'il y a une zone dans le nord où personne ne se risque à rester après le coucher du soleil. Les pêcheurs locaux l'évitent, et des volées d'oiseaux s'en éloigneraient, sentant quelque chose d'anormal. Les nuits où la lumière de la lune se reflétait sur l'eau, on pouvait parfois distinguer un étroit faisceau s'élevant des profondeurs. C'était comme si un phare sous-marin faisait jaillir de l'obscurité un éclat argenté. Cela suffisait pour quelques secondes, puis tout retombait dans l'obscurité. Les gens préfèrent sortir de là. Certains, qui osaient nager plus près, ne revenaient jamais, ou alors ils revenaient fous, marmonnant sur les créatures, froides et sans yeux, qui nous observaient depuis les profondeurs. Le marin secouait la tête, répétant qu'il était sûr qu'il y avait là quelque chose qui n'appartenait pas à l'humanité. J'ai repassé ces histoires dans ma tête, en imaginant un tableau horrible. 2 bases, l'une sous la glace, l'autre sous l'eau, et toutes deux sont le fief d'invités indésirables depuis les années 1870. Et ces invités se livrent à des activités discrètes, mais extrêmement sinistres. Peut-être nous étudient-ils, peut-être mènent-ils des expériences, peut-être se préparent-ils à quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer. Le capitaine a parlé de la coopération des militaires avec ces créatures, et le marin nous a assuré que les gens qui croisaient dans leurs traces disparaissaient ou perdaient la marque de la raison. Si tout cela n'est là pas un délire, alors il s'avère que l'humanité entière est depuis longtemps assise sur un baril de poudre. Désireux d'obtenir une confirmation officielle, je me suis tourné vers mes vieilles connaissances, des journalistes qui avaient travaillé sur des fuites de la Central Intelligence Agency dans le passé. L'un d'eux, lors d'une conversation privée, a mentionné qu'il avait effectivement entendu parler de projets secrets dans les latitudes septentrionales, liés à un certain contact. Mais il n'avait aucune preuve directe. Il a seulement déclaré qu'il y a plusieurs années, des rumeurs circulaient selon lesquelles certains hauts gradés négociaient secrètement avec des êtres extraterrestres pour mettre la main sur une certaine technologie. Il semble qu'ils aient promis de résoudre les problèmes énergétiques avec leur aide, a déclaré le journaliste, et qu'en échange, ils aient donné aux extraterrestres, presque des personnes pour des expériences, mais cela fait déjà partie des histoires à dormir debout. J'ai frémi en imaginant que ces histoires effrayantes pouvaient être vraies. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'en poursuivant mes recherches, je m'exposais à des dangers inconnus. J'étais peut-être allé trop loin, mais la curiosité l'a emporté. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de me rendre moi-même dans les terres du Nord pour voir de loin cette région interdite. J'ai réussi à obtenir des laissez-passer, des vêtements chauds et un guide en lui promettant une bonne rémunération pour m'avoir aidé à me rendre au bon endroit et à ne pas poser de questions. Nous sommes partis au début de l'hiver, alors que les nuits étaient particulièrement longues et le froid implacable. Le voyage a duré plusieurs jours, l'étendue apparemment infinie des champs enneigés, essayant de nous engloutir tout entier.
Le guide s'efforçait de rester à l'écart des postes de contrôle militaire, et il nous arrivait de faire des boucles pour ne pas être vus. Je ne décrirai pas toutes les horreurs du voyage, le gel, le vent, les congères sans fin. Mais plus nous approchions de la bonne place, plus je sentais une tension anormale dans l'air. C'était comme si l'espace lui-même savait que quelque chose d'étranger, à l'homme, régnait ici. Un soir, nous avons campé dans un petit creux. Soudain, le silence de la nuit a été coupé par un grondement venant de quelque part à l'est. J'ai regardé hors de la tente et j'ai vu une lueur d'une teinte étrange se faufiler dans le ciel au-dessus d'une colline lointaine. Ce n'était pas une aurore boréale, elle était blanchâtre, maladive. Elle semblait venir d'en bas, du sol, et se dissiper dans les nuages. Le guide pâlit en la voyant. Il a dit qu'il avait déjà vu de tels éclairs et qu'après ceux-ci, les gens disparaissaient là, sans laisser de traces. J'ai essayé de garder mon sang-froid, mais une peur bestiale tremblait en moi. Mais je ne pouvais plus reculer. Je sentais que j'étais proche de la solution. Le lendemain, nous avons poursuivi notre route. Bientôt, nous sommes tombés sur des panneaux d'avertissement qui avaient manifestement été érigés par les militaires. Ne pas entrer. Danger de mort. Il y en avait plusieurs rangées. Nous avons décidé de faire un détour. À l'ouest, nous avons trouvé une colline couverte de débris étranges qui ressemblaient à des ruines de bâtiments. I shined my torch and noticed smooth, flowing lines, as if someone had melted concrete or some other material into bizarre shapes. Le mur était froid au toucher. Ma main était presque brûlée par le gel, mais j'ai senti une légère vibration. Cela ne pouvait pas s'expliquer par le jeu habituel des nerfs. Le guide tremblait et m'a demandé de partir, mais je l'ai persuadé de rester un peu plus longtemps. Dans les profondeurs de ces débris, nous avons trouvé une sorte d'entrée de tunnel souterrain, bloquée par une lourde dalle. La dalle avait l'air solide, sans aucun joint, mais elle présentait une traînée sombre en son centre. J'ai essayé de la déplacer, mais en vain. Cette même nuit, j'ai entendu un étrange bourdonnement venant de derrière la dalle, comme un gémissement subtil du vent, mais trop rythmé, comme une pulsation. Le guide a refusé de passer la nuit. Il a dit qu'il partait avant que nous n'ayons des ennuis. Mais j'étais obstinément déterminé à rester, au moins jusqu'au matin. Cette nuit-là, je n'ai pratiquement pas dormi. Je me suis assis enveloppé dans une couverture et j'ai écouté ces bruits mesurés. Vers minuit, la dalle sembla se soulever légèrement et une faible lueur émergea de son bord inférieur. Je me suis approché en frissonnant, mais à ce moment-là, la lueur a disparu et la dalle s'est retombée en place comme si elle n'avait jamais bougé. Je vais être honnête, je n'avais jamais ressenti un tel frisson avant. Il y avait là quelque chose de primitif, qui suggérait que derrière la barrière se cachait une puissance à laquelle l'homme ne pouvait résister. À l'aube, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas le faire seul. Le guide était parti, me laissant avec un minimum de provisions, et je devais faire demi-tour pour éviter la famine et le froid. J'ai pris quelques photos de l'endroit, mais je ne voyais pas grand-chose sur les photos. Une surface blanche, solide, et une dalle sombre et massive. Aucun détail. Même ce que je voyais de mes propres yeux, c'était comme si l'objectif ne le captait pas. J'ai fini par comprendre qu'il n'était plus possible de considérer cette situation comme une simple curiosité. Je comprenais clairement qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui se nichait, là, dans le nord, et qu'il y avait des gens qui le savaient, qui le gardaient et qui l'utilisaient à leur propre fin. De retour à la civilisation, j'ai essayé de partager mon expérience avec quelques journalistes et chercheurs que je connaissais. Mais ils m'ont regardé comme si j'étais fou. Certains m'ont demandé des preuves. Je leur ai montré les photos. Mais ils n'ont vu que des photos de mauvaise qualité qui ne montraient rien. C'est alors que j'ai compris que personne ne croirait ce qu'il ne voyait pas.
Et c'est peut-être ce qui a facilité l'existence des extraterrestres parmi nous. Car si quelqu'un essayait de dire la vérité, il passait pour un farfelu ou un paranoïaque. Cela m'a rappelé les paroles du capitaine à propos du silence. Il ne respecte pas nos règles. J'ai continué à rassembler des preuves, espérant que tôt ou tard, je serais en mesure de démasquer les deux sites. Je voulais prouver au monde que tout cela n'était pas qu'une illusion, que nous n'étions plus seuls et que notre avenir pouvait dépendre de la volonté des êtres qui nous considéraient comme du matériel d'essai. Il y avait des idées de conspiration, de personnes puissantes qui avaient pris contact avec ces étrangers, recevant d'eux de la technologie ou des connaissances en échange d'une liberté d'action. Personne n'a empêché ces invités de construire leur base, là où un homme ordinaire ne pouvait pas les détecter, dans les glaces éternelles ou dans les profondeurs de l'océan. Il semble que cela ait été à l'ordre du jour pendant longtemps, mais mes recherches m'ont permis de découvrir d'autres preuves étranges. J'ai appris qu'au début des 2000 ans, plusieurs équipes de recherche du Nord ont disparu en essayant de prélever des échantillons de glace en eau profonde. Les autorités locales ont mis cela sur le compte de conditions météorologiques défavorables. Cependant, certains témoins oculaires ont vu des hélicoptères banalisés voler à cet endroit. Puis, toute la zone a été bouclée. C'est ainsi que tout est tombé à l'eau. Pas de corps, pas de preuves. Et les familles des disparus n'ont eu droit qu'à un silence sépulcral. Pourtant, à un moment donné, ma ferveur a été confrontée à un réel danger. Un soir, quelqu'un s'obstine à frapper à ma porte. Je l'ai ouverte et deux hommes corpulents, vêtus de manteaux noirs, au visage froid et indéchiffrable, se tenaient ornés sur le seuil. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient pour une société de sécurité et m'ont demandé de cesser mes recherches. J'ai essayé de plaisanter comme si je n'avais rien collecté, mais ils m'ont jeté un regard qui montrait clairement qu'ils savaient exactement ce que je cherchais. L'un d'eux m'a dit « N'allez pas là où l'on ne veut pas de vous. Sinon, vous savez ce qui peut arriver. » J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une menace en l'air. Mon cœur s'est emballé et j'ai hoché la tête en essayant de prendre un air humble. Ils sont partis, mais après cela, j'ai eu l'impression d'être constamment contrôlé. Pendant des jours, je suis resté assise à la maison, sans sortir, regardant de temps en temps par la fenêtre pour voir s'il y avait des voitures noires, si quelqu'un se faufilait au coin de la rue. Parfois, je remarquais une ombre qui se faufilait dans la rue, et je me demandais si ce n'étaient pas les extraterrestres, eux-mêmes qui m'observaient. Mon esprit vacillait, et je commençais à craindre sérieusement de devenir fou. C'est alors que j'ai reçu une autre lettre en courrier, cryptée. La même personne mystérieuse écrivait que j'avais réussi à rassembler plus de preuves que beaucoup d'autres, et que ce que j'avais appris n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les deux bases fonctionnent depuis des décennies, disait la lettre, et leurs activités sont étroitement liées à des programmes que les gens ordinaires feraient là des mieux d'ignorer. Il ne s'agit pas seulement d'observation, mais aussi d'expérience sur la nature humaine. Les lignes du message défilent devant mes yeux. Ils nous étudient probablement en tant qu'espèce et nous utilisent si nécessaire. Vous n'avez vu qu'une fraction de leur infrastructure. Réfléchissez. Pourquoi ont-ils besoin de 2 sites? La réponse est simple. Un sur Terre, un en mer, pour déployer une gamme complète de recherche. Le climat, la biologie, notre façon de survivre dans des conditions extrêmes. Et l'armée ne fait qu'assurer la sécurité et le contrôle. Ces mots m'ont fait frissonner de l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il était minuit passé. C'était comme si un silence inquiétant régnait dans tout mon appartement. Le réfrigérateur s'est mis à trembler et j'ai sursauté. J'avais l'impression que quelqu'un allait surgir de derrière moi. J'ai relu la lettre plusieurs fois et je n'y ai trouvé aucun appel ou conseil, juste des faits bruts et effrayants. Il semblait que l'auteur souhaitait que je reste informé, mais qu'il ne se faisait pas d'illusions sur le fait que je puisse gagner seul.
Peut-être a-t-il lui-même participé à ces programmes et croupit-il aujourd'hui dans la culpabilité. La raison pour laquelle il m'écrivait n'était pas claire. Mais une chose était claire. Aucun démenti des agences officielles ne pouvait éteindre le feu qui brûlait en moi. Après tout, j'avais vu de mes propres yeux au moins une partie de la mystérieuse construction souterraine, et seul Dieu et les extraterrestres savent ce qui se cache là, sous les dalles. Bientôt, j'ai été contacté par un autre homme qui se disait scientifique et qui étudiait les phénomènes extraterrestres. Il prétendait avoir trouvé des enregistrements de signaux à haute fréquence qui coïncidaient avec les coordonnées d'un objet sous-marin supposé. Il a calculé que la source des signaux se trouvait à plus de 3 km sous le niveau de la mer et qu'elle avait une puissance hors de portée de toutes les technologies que nous connaissons. J'ai essayé de convaincre la communauté scientifique de la réalité de ces signaux, a déclaré le scientifique. Mais on m'a ri au nez. C'est alors que les gens en noir sont arrivés et ont saisi tout le matériel. J'ai été déchu de mon titre de scientifique et déclaré charlatan, mais j'ai gardé les données. Mes délits, mes calculs indiquent que cette structure se nourrit de la force des courants sous-marins, les recycle, je ne sais pas pourquoi. Il ajoute que son intuition est que l'objet sous-marin pourrait avoir un contact direct avec la surface. Peut-être y a-t-il des tunnels qui courent sous le fond marin et qui relient les deux en un seul réseau. Les extraterrestres pourraient alors se déplacer librement d'une base à l'autre sans être vus par les humains. Je me suis souvenu des paroles du capitaine à propos de ce que j'avais vu à la tour dans le Grand Nord. Pouvait-elle faire partie d'un système de communication qui transmettait des signaux vers et depuis les fonds marins? J'ai imaginé un labyrinthe de couloirs s'enfonçant dans l'obscurité des profondeurs polaires, où vivaient des êtres extraterrestres dont les veines étaient remplies d'une substance incompréhensible et dont l'esprit avait depuis longtemps ouvert la voie jusqu'à nous. Pendant un instant, j'ai ressenti une nausée aiguë due à ma propre peur, mais il n'y avait nulle part où se réfugier. Déterminé à découvrir la vérité à tout prix, j'ai commencé à élaborer un plan. Je devais rassembler un groupe de personnes partageant les mêmes idées, faire passer clandestinement le matériel au nord et essayer de filmer les preuves irréfutables de l'existence d'une base extraterrestre. Mais lorsque j'ai contacté plusieurs personnes intéressées par le sujet, elles ont refusé l'une après l'autre, invoquant des menaces de la part d'inconnus. Certains ont dit qu'ils avaient une famille et qu'ils ne voulaient pas prendre le risque. D'autres ont tout simplement disparu en ligne. Consciente du danger, j'ai continué, même si j'étais presque seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'étais proche de la limite fatale. Au début de 2025, j'ai reçu une nouvelle inattendue. Un dénonciateur avait publié des extraits des dossiers secrets. Il déclarait sans ambages « Au cours des 2 ou 3 dernières décennies, des experts de la Central Intelligence Agency ont observé une activité d'origine inconnue dans les zones de pergélisol et dans certains secteurs des mers circumpolaires. Sur la base des données recueillies, on peut conclure qu'au moins 2 bases non terrestres opèrent sur notre planète depuis la fin des 1928 ans. Ce document décrit des périodes spécifiques au cours desquelles on a observé des augmentations soudaines de radiations ou d'émissions d'énergie, des explosions de fluctuations électromagnétiques et des signes de la présence de substances obscures dans les couches atmosphériques. Et bien qu'il n'y ait pas de photos ou de noms directs, le simple fait qu'un tel document ait fuité sur le net est stupéfiant. Quelqu'un, au sein des services secrets, a donc décidé de déchirer le voile du secret. Quelques heures plus tard, des démentis sont apparus. Les fonctionnaires ont affirmé qu'il s'agissait d'un faux, d'une contrefaçon. Les grandes chaînes contrôlées par le gouvernement ont ridiculisé les auteurs de la fuite, affirmant qu'il n'y avait pas de base de données
et que toute cette histoire avait été inventée par des amateurs de conspiration. Mais en moi, ces affirmations n'ont fait que renforcer ma certitude de la véracité des faits. J'avais mes propres preuves. Et maintenant, lorsqu'il y avait un document avec des sceaux, même s'il était déclaré faux, je comprenais que quelqu'un avait décidé de risquer sa vie pour que le monde connaisse au moins une partie de la vérité. En tant que personne qui s'était retrouvée au centre de tout cela, je ne pouvais plus retourner à ma vie tranquille d'avant. Je faisais des cauchemars. Dans mes rêves, je me voyais marcher dans un long couloir de matière froide et argentée. Et au bout du couloir, il y avait une ligne de créatures qui tournaient dans des visages sans traits dans ma direction. Leurs yeux, ou l'endroit où les yeux devraient être, émettent un scintillement. Elles ne bougonnent pas, elles attendent que je m'approche. Et le fait de réaliser qu'elles ne sont pas humaines me donne envie de hurler. J'ai compris que ce rêve pouvait être prophétique, qu'il pouvait être le fruit d'une conscience brûlée, ou qu'ils envoyaient eux-mêmes des visions à ceux qui s'approchaient de leurs secrets. Les rumeurs varient. Certains disaient que ce que nous appelions les bases n'était qu'une partie d'un énorme vaisseau extraterrestre caché dans les profondeurs de la planète. D'autres assuraient que les extraterrestres étaient yamidés parmi nous depuis longtemps et que, depuis les années 80, ils avaient là simplement développé un sanctuaire sérieux où ils pouvaient amener des personnes enlevées ou des échantillons de la nature pour les étudier. Les troisièmes suggèrent qu'il s'agit d'une expérience globale, impliquant des forces puissantes qui cherchent à modifier l'évolution humaine elle-même. Je ne savais pas quelle version était la plus proche de la réalité, mais elles étaient là toutes terrifiantes. Plusieurs mois se sont écoulés depuis. Il n'y a pas eu d'aveu retentissant de la part des autorités. Les personnes de qui ont publié les documents ont disparu de la circulation, bien qu'il y ait encore eu quelques commentaires furieux sur la façon dont la société préfère vivre avec des lunettes roses, sans se rendre compte que le véritable cauchemar est déjà là, sur notre planète. J'ai continué à essayer prudemment d'obtenir des documents supplémentaires, mais chaque pas que je faisais était accompagné par le sentiment que l'on pourrait m'enlever. À plusieurs reprises, j'ai remarqué que j'étais suivi, et un jour, j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'est votre dernier avertissement. J'ai finalement réalisé que j'étais devenu une cible qui en savait trop. C'est alors que j'ai décidé de changer de tactique. J'ai cessé de faire connaître mes recherches, d'essayer d'agir secrètement, et j'ai commencé à préparer une grande compilation de faits, de sorte que si quelque chose m'arrivait, je pourrais la mettre dans le domaine public. Je laissais les gens juger par eux-mêmes de ce qu'ils devaient croire. J'avais peur, mais le désespoir a fait place à la détermination. C'est à cette époque que j'ai reçu un nouveau courriel d'une personne anonyme. « Vous êtes sur la bonne voie », m'a-t-il écrit. Mais n'oubliez pas, si vous entrez directement dans le vif du sujet, vous risquez de ne pas en revenir. Les bases existent et certaines personnes sont prêtes à les protéger à tout prix. Regardez les explorateurs décédés. Beaucoup d'entre eux ont été victimes non pas tant des extraterrestres que des personnes qui leur étaient soumises. Prenez soin de vous. C'est ainsi que j'en suis arrivé au moment présent, où je suis assis devant un écran sombre sur lequel clignotent des bouddhas de dossiers et de photos. Un kaléidoscope de preuves, récits militaires, expéditions disparues, signaux sous-marins, photos d'une plaine glacée avec des structures non naturelles, rumeurs d'expériences conjointes et les fameux documents divulgués qui montrent clairement que la direction des renseignements soupçonne que des objets extraterrestres sont actifs depuis longtemps dans les montagnes enneigées et les profondeurs de la mer. J'ai rassemblé toutes les pièces du puzzle et le tableau qui se dégage est le suivant. Nous sommes visités par des êtres venus d'étoiles lointaines. Ils se sont installés dans des endroits difficiles d'accès et mènent des recherches,
coopèrent avec les élus et les structures militaires. Et tout cela dure depuis des décennies, depuis la guerre froide, alors qu'apparemment, tout le monde était trop occupé à se faire concurrence pour se préoccuper de bases mystérieuses. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à l'humanité. Ces créatures agiront-elles un jour ouvertement? Préparent-elles quelque chose de terrible? Il y a plus de questions que de réponses. Je regarde les photos que j'ai prises de ces ruines. La dalle sombre et inexplicable. Le grondement silencieux du sous-sol. Je me souviens des yeux du capitaine, pleins d'une douleur muette. J'entends le marin murmurer à propos de la chaleur artificielle de l'épave repêchée dans les vagues froides. J'imagine que quelque chose de profond sous l'eau respire, observe, construit ses tunnels et remplace peut-être lentement notre réalité. Chaque fois que je sors le soir et que je regarde le ciel, j'ai l'impression qu'ils sont là, parmi les étoiles, et en même temps ici sur Terre, dans leur couloir noir, élaborant des plans qui, pour nous, resteront longtemps incompréhensibles. Peut-être ne sommes-nous rien d'autre qu'une expérience pour eux, ou un objet qui leur permet d'évaluer s'ils doivent ou non nous contacter au grand jour. En attendant, nous vivons dans l'illusion confortable que nous possédons la planète. En fait, nous sommes peut-être des invités indésirables sur Terre, car les véritables propriétaires ont depuis longtemps atterri dans les étendues sauvages du Nord et dans les fosses sans fond de la mer. Parfois, ces pensées me font littéralement perdre le sommeil. Mais en même temps, je ressens un étrange plaisir froid. J'ai touché le mystère qui peut changer à jamais la perception de l'existence. Et que personne ne le croit, qu'on me traite de fou ou de fantaisiste, je sais que dans les profondeurs de notre monde se cache une autre présence intelligente. Ce n'est probablement pas un hasard si la Central Intelligence Agency garde le secret. Si les preuves étaient divulguées pour que les masses, il y aurait une panique, un fanatisme religieux ou une curiosité qui ne serait pas bonne pour nous. Récemment, je me suis demandé si je devais continuer à essayer. Peut-être vaut-il mieux se taire. Peut-être que tous ces avertissements et toutes ces menaces sont un moyen de préserver un équilibre délicat. Pourtant, je ne peux pas oublier ce que j'ai vu et entendu. Même si mon destin est de rester dans l'ombre avec mes notes, je ne peux pas fuir la vérité. J'ai devant moi deux faits que je crois réels. Quelque part loin au nord, se trouve une base extraterrestre souterraine, froide et vaste, s'enfonçant profondément sous la glace, et dans les profondeurs de la mer se cache son homologue sous-marine, entourée d'eaux infranchissables. Et il ne s'agit pas d'une fantaisie des années 80, mais d'une dure réalité, préservée depuis de nombreuses années. Peut-être qu'un jour, le rideau s'ouvrira davantage. Ou bien les responsables de ces bases penseront que nous sommes arrivés au bon moment. Ou bien ils auront l'intention de nous détruire, s'ils pensent que nous représentons une menace. J'ai l'intuition que l'issue inconnue est proche, mais la direction qu'il prendra est un mystère caché au commun des mortels.